La dernière fois que j'ai dû dire non, c'était à Céline Dion, quand elle a fini sa résidence à Vegas et qu'on a fait le concert au stade de Genève. Elle a eu la lubie tout d'un coup de dire que tout le stade devrait être recouvert de moquettes et puis que les sièges, au lieu d'être des sièges en plastique, devaient être des sièges rembourrés comme à Las Vegas. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Story Show. On va parler concert, on va parler événements. Je reçois Michael Drieberg. Bonjour Michael. Bonjour. Michael, fondateur de Live Music Production. Florence Foresti, Michael Jackson, U2, Johnny Hallyday ou encore Metallica. Programmation des plus grandes stars sur sol suisse. Alors, chiffre intéressant, vous m'avez dit qu'il a évolué. Live Music Production, c'est plus de 7 millions de spectateurs divertis depuis le début, autant de sourires, de larmes, de rires. Qu'est-ce que ça représente à vos yeux ? Je crois que ça représente ce que vous avez dit dans la question, c'est-à-dire autant de sourires et de larmes. Je ne connais pas beaucoup de métiers où le retour sur investissement, il est dans l'heure où on a fait l'événement, c'est-à-dire de voir des gens heureux, on a réussi à leur faire oublier le quotidien pendant 2 heures. J'aimerais pas faire un autre métier. Vous venez d'organiser le concert de Mylène Farmer au Stade de Genève, 17 juin. 35 000 spectateurs, 90 semi-remorques, 900 tonnes de matériel. C'est même plus que le concert de Beyoncé qui a aussi été organisé il y a quelques jours. Comment est-ce qu'on se sent quand on a, pas fait la fête, mais qu'on a diverti 35 000 spectateurs ? On se sent surtout soulagé d'avoir pu le faire parce que j'avais toujours juré que j'y retournerais plus après avoir fait Céline Dion, Johnny, d'autres concerts dans ce stade. Il n'est vraiment pas adapté et vraiment ça s'est joué à 1 centimètre près qu'on ne pouvait pas rentrer les grues qu'il fallait dans le stade. On avait déjà les huissiers qui devaient constater que le concert devrait être annulé, mais tout ça, le public ne le voit pas. Et quand, pour finir, on peut réaliser ce concert, c'est un grand soulagement. Je rentre dans le vif du sujet. J'ai mangé quelques minutes, quelques heures d'interview vous concernant. Et c'est vrai que vous semblez fatigué, voire lassé des normes administratives, de toute la réglementation qui croissante autour du monde de l'événement. Si aujourd'hui vous deviez recréer Live Music Production, est-ce que vous le referiez ? Et donc ce serait presque impossible aujourd'hui. J'ai souvent des jeunes qui viennent me voir, comment on peut refaire la même chose. C'est presque impossible aujourd'hui, les enjeux sont devenus tellement énormes et les concerts coûtent des millions et il y a effectivement toutes ces normes administratives, sécuritaires, sanitaires, etc. qui sont autour. Il y a des responsabilités qui sont énormes. C'est presque impossible aujourd'hui. On peut faire des petits événements, on n'en fait que des gros. Mais c'est vrai que c'est pas la lassitude du métier en lui-même, mais c'est vrai que les normes administratives sont de plus en plus contraignantes. Et ça, c'est un vrai problème. Je les comprends aussi, mais c'est un problème pour nous. Est-ce que on va juste parler d'un exemple très concret. Mylène Farmer donc, s'est produite au stade donc, à Genève, mais elle devait se produire aussi à Paris. Donc nous tournons aujourd'hui, début juillet, il y a eu toutes ces émeutes à Paris, donc le concert, les 2 dates de concert ont été annulées. Comment ça se passe quand on doit annuler plus d'une centaine de milliers de spectateurs parce que justement vous êtes dans l'impossibilité de faire votre métier ? Comment ça se passe ? On a eu malheureusement des annulations des fois de dernière minute. Je peux prendre l'exemple des Francopholies à Nanda. On a vendu le festival en disant aux artistes dans le monde entier, venez parce que vous pouvez skier. Vous pouvez rejoindre Verbier depuis Nanda et skier. Et il n'y avait pas un peu de neige, quoi. Vraiment, 1 semaine avant le festival, pas de neige. Et tout d'un coup, il s'est mis à neiger, neiger. Ça a été la neige du siècle. Toutes les rues ont été fermées. Il y a eu, je ne sais plus combien, plus de 10 morts dans les vallées. On a dû annuler, tout s'est effondré. Et là, vous avez que des gens qui sont désespérés, qui pleurent au milieu de tout ce qui s'est effondré. Et je crois que c'est ça le pire, c'est d'avoir eu tout cet espoir de monter. On est à quelques jours de l'événement et tout s'effondre. À Paris, moi j'ai vu les producteurs évidemment longuement au bout du fil. C'est un événement, c'est le plus gros événement qu'il y ait jamais eu au Stade de France depuis 10 ans. Et il est annulé 2-3 heures avant. Sur décision préfectorale, rien à voir avec le concert. On va parler d'une règle qui a changé la donne. Je ne vais pas vous embêter avec ça parce que je pense que vous avez dû en parler maintes et maintes fois. Vous êtes actif dans l'entertainment, effectivement. Il y a eu la crise du coronavirus. Sans parler de la crise, mais qu'est-ce qui a changé définitivement dans votre métier ? Qu'est-ce qui était faisable ou qu'est-ce qui tenait la route en 2018 ? Qu'est-ce qui ne tient plus la route en 2023 ? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il n'existe plus ce coronavirus, mais je pense que pour vous, il existe encore.
Alors, au niveau des spectateurs, on est vraiment tellement heureux que le marché a repris, même encore plus fort qu'avant. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. On s'est dit que la première année, c'était un peu l'effet retour à la normale, mais là, ça n'arrête pas. On n'a jamais vendu autant de billets, donc ça, c'est déjà réjouissant. Je pense que les gens ont tellement de problèmes dans leur vie, ils viennent encore plus au spectacle pour se divertir, changer la tête. Par contre, pour nous, c'est devenu compliqué. Déjà, je prends l'exemple juste des gens qui y travaillent. C'est un métier où on ne se rend pas compte les horaires qu'on fait. C'est un métier où vous n'avez plus de week-end, vous ne pouvez pas planifier vos vacances, vous ne voyez plus vos enfants grandir, vous êtes un peu hors norme. Vous finissez à 4 heures du matin dans des sous-sols de salles pour recommencer sur le prochain concert. Et puis pendant le Corona, les gens ont été à la maison, ont découvert que, tiens, ils avaient des enfants, tiens, il y avait des amis, des autres vies, on peut prendre l'apéro, enfin, une vie normale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de peine de persuader ces gens de revenir à ce rythme de vie qui est assez compliqué. Vous êtes sur une tournée, par exemple, comment vous gérez? Est-ce que vous prenez aussi la famille avec vous au boulot? Est-ce que vous la laissez? Comment vous gérez, vous, cette vie de famille et cette vie professionnelle? 4 divorces. Ah, c'est la réponse. Ah bah écoutez, c'est une réponse, elle me va bien. Mais je pense que c'est bien aussi d'en parler parce que ça... on parle de réalité, de réalité de terrain. Le métier n'est pas simple, vous l'avez dit, et c'est une réponse très sincère qui témoigne de cette réalité de terrain. Vous venez de dire, les gens ont besoin de divertissement. Votre société s'appelle Live Music Production. Et quand on regarde la programmation, on est moins dans le live music, mais on est presque plus dans le divertissement, spectacle, etc. Est-ce que les gens ont besoin de bienveillance, de sourire? Oui, puis c'est un métier qui offre une palette de divertissements absolument hallucinante. Ça va des humoristes au Cirque du Soleil, à la magie, aux chevaux avec Bartabas. Enfin, on pourrait tous les jours imaginer un nouveau spectacle. Et maintenant, il y a les spectacles immersifs qui arrivent, les 3D, il y a les hologrammes. Enfin, et ça n'arrête pas. Ça, hologramme? Alors, les hologrammes, par exemple, ça ne marche pas. On a pensé que ce serait un nouveau marché, mais au moins, ça a le mérite d'exister, d'essayer. Puis si ça ne marche pas, ça disparaît du marché. Mais par exemple, tout ce qui est immersif, ça fonctionne. Que ce soit des expositions, il vient d'avoir Frida Kahlo, il va y avoir Tintin, enfin c'est sans fin aussi. Et en tant que professionnel de l'événementiel, est-ce que vous avez autant de plaisir à faire du Johnny Hallyday que du Peppa Pig par exemple ou du Disney? Ou est-ce que vous déléguez certaines choses lorsqu'on n'est plus dans la musique live? Alors franchement, j'ai le même plaisir. J'ai le même plaisir d'abord parce que mon plaisir c'est de voir les gens heureux. Et franchement, de voir une salle entière avec des enfants qui sortent avec le sourire. On fait Disney on Ice par exemple, ça fait 10 ans qu'on le fait, c'est plein à chaque fois. Et on a l'impression d'être à Disneyland, quoi. Et d'imaginer que c'est nous qui avons créé ça, ce rendez-vous, c'est que du bonheur. On parle de Mylène Farmer, 90 semi-remorques, 900 tonnes de matériel. Et juste moi, ce sont un peu les coulisses de votre métier qui m'intéressent. On décide de programmer un artiste. Qu'est-ce qui se passe entre l'idée de programmation, tiens, cet artiste-là nous plairait, et le moment où elle se produit sur scène, où la personnalité se produit sur scène? Quelles sont les grandes étapes pour construire finalement un spectacle? Je dirais sur les artistes internationaux, comme on parlait de U2, Jackson, ou même Mylène, que je mets aussi dans le paquet international. Elle a vendu 600 000 billets, c'est plus que Coldplay, c'est pour la mettre au niveau où elle est au niveau international. Ces artistes-là, évidemment, c'est eux qui viennent à nous. C'est pas nous qui allons décider, tiens, on fait un concert de Coldplay. Donc on est suffisamment dans le marché depuis 34 ans maintenant pour que toutes les agences dans le monde savent qui on est et ils peuvent nous appeler. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de découvrir des nouveaux artistes. Et ça, on le fait beaucoup sur le marché francophone. Les artistes que vous citiez, que ce soit une Florence Foresti ou un Calogero ou même un Gad, c'est tous des artistes qu'on a découverts et on a fait les premières dates avec 200, 300 personnes. Et puis on les suit, ça grandit, on finit dans des arénas, parfois dans des stades. Et ça, c'est aussi du bonheur. Ou bien au festival qu'on a à Sion, par exemple un artiste comme Calogero, comme Soprano, fini là avec les mêmes lettres. On l'a produit en plein jour à l'ouverture des portes il y a 6 ans, parce qu'on ne le connaissait pas bien.
Et puis aujourd'hui, c'est un des plus gros vendeurs de billets. On vient de faire le concert au Stade La Pontaise, il y avait 40 000 personnes. Ça, c'est un grand plaisir de trouver des artistes depuis le début. Est-ce qu'il y a une fidélité qui se crée entre l'entité qui produit et l'artiste? Ou est-ce que finalement, c'est toujours la règle du plus offrant? Alors, sur les francophones, il y a une vraie fidélité. Moi, au fil des années, je suis devenu vraiment ami avec les artistes, les agents, les managers, avec toute cette petite famille qui gère un artiste. Les internationaux, c'est, je dirais, la qualité technique, qu'on puisse faire ce qu'il doit faire techniquement pour que le concert ait lieu. La confiance, parce qu'on gère des millions pour des gens qui sont à l'autre bout du monde. Mais après, c'est beaucoup l'argent. C'est beaucoup l'argent parce qu'il y a beaucoup d'argent impliqué. Il y a une armée de gens entre l'agent, l'artiste et nous. C'est une armée d'avocats. Et là, on parle que d'argent. On a sur ce plateau des spécialistes des nouvelles technologies qui sont venus. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, le monde de l'événementiel, ça soit dans son salon avec un casque VR, plus besoin de se déplacer dans une salle de concert et finalement, vous avez 500 000 personnes qui regardent le même concert et la personne est seule dans un studio comme celle-ci et se produit. Est-ce que ça pourrait ressembler à ça, l'événementiel demain? Non, ça, j'y crois pas. Ce sera toujours quelque chose une fois pour faire un événement. Justement, on l'a vu pendant le Covid. Tout le monde a cru que le streaming, ça allait remplacer le concert live. Mais je pense que n'importe qui est venu une fois dans un concert live ne peut pas imaginer de vivre ça tout seul dans son salon avec un casque virtuel, que ce soit pour le rire, que ce soit pour chanter, pour danser. C'est du partage, hein, la musique live. Et de vivre ça avec des dizaines de milliers de gens, c'est quand même plus sympa que seul dans son salon. Je peux pas m'en empêcher parce qu'un profil comme le vôtre, je dois poser la question. Votre parcours doit être rempli d'anecdotes. Vous avez cité des artistes, vous avez fait connaissance, même tissé des liens d'amitié avec des artistes. Première question, est-ce que les artistes correspondent aux stéréotypes de ces fameuses personnalités capricieuses, presque enfantines, qui veulent tout absolument à l'improviste? Est-ce que ça correspond? C'était plus le cas à l'époque, quand on faisait, je sais pas, Elton John ou des gens comme ça qui veulent que leur chambre soit repeinte dans une couleur ou qui viennent avec leur mobilier personnel parce qu'ils veulent recréer leur salon partout où ils vont. Enfin, ce genre de choses existait plus à l'époque. Maintenant, c'est plus des choses, je sais pas, par exemple au niveau des repas, on se retrouve à devoir faire des repas vegan, cachère, normaux, sans sucre. Enfin, il y a à peu près 10 menus à faire pour nourrir des gens, mais quand on sait qu'on va en nourrir des centaines sur un concert, c'est compliqué. Mais les vrais caprices de stars, il y en a de moins en moins. Peut-être parce qu'il y a moins en moins de stars qui durent. Hein, Est-ce qu'on peut dire non à Elton John? Je sais pas, Elton John dit je veux cette couleur, est-ce qu'on peut lui dire non? Ou est-ce que, peu importe, finalement, il faut qu'on se débrouille pour faire quelque chose? La dernière fois que j'ai dû dire non, c'était à Céline Dion, quand elle a fini sa résidence à Vegas et qu'on a fait le concert au stade de Genève. Elle a eu la lubie tout d'un coup de dire que tout le stade devrait être recouvert de moquettes et puis que les sièges, au lieu d'être des sièges en plastique, devaient être des sièges rembourrés comme à Las Vegas. Donc ça, c'est compliqué. On ne peut pas juste lui dire non, il faut trouver une raison de lui dire non. Et je l'ai trouvé, j'ai eu un papier de la police que j'ai demandé, évidemment, que ce n'était pas sécuritaire de mettre des rouleaux de moquette sur tout le stade parce qu'ils allaient bouger et qu'on allait se prendre les pieds dedans. Et puis pour les sièges, je lui ai expliqué que si il pleuvait, les gens allaient s'asseoir sur des éponges. Ça a convaincu qu'on allait revenir à des sièges en plastique. Est-ce que si vous arrivez, je ne sais pas si c'est possible de hiérarchiser la plus belle anecdote que vous avez durant votre parcours à la Musique Production, avec un artiste, un événement ou autre, la plus belle anecdote, celle qui vous marque le plus? Compliqué, hein. J'ai un souvenir assez marrant avec Jackson où à l'époque, il faut se remettre dans le bain, c'était il y a plus de 30 ans. Il avait racheté à la NASA les fusées qui permettent de décoller du sol et partait très très loin. C'est un jetpack? Ouais, mais les jetpacks à l'époque, il n'y en avait pas. Donc il n'y avait que la NASA qui avait ça, qui avait développé ça pour se balader sur la Lune. Et il avait payé des millions juste pour faire l'effet de sortie de scène. Et évidemment, c'était un cascadeur qui partait à sa place. Et moi, quand je travaille, j'ai pas le temps de voir le concert, évidemment. Et je voulais juste voir la fin, mais la scène était tellement grande que j'avais demandé à mon chef de sécurité de me dire de quel côté il allait sortir de la scène pour pouvoir l'attraper à la sortie. Donc j'attends le cascadeur décolle et en courant, je dis au type de sécurité, alors à gauche, à droite, et il me répondait pas. Et quand je m'énerve, parce que je devais choisir,
gauche-droite. Il me dit, je ne sais pas, il s'est envolé. Il croyait vraiment que c'était Michael Jackson qui était parti du stade. Et ça, c'est une anecdote que j'ai toujours gardée parce que je pense qu'on doit tous garder un peu une âme d'enfant dans ce métier. Et je crois que ce responsable sécu l'avait gardé. Magnifique. Merci infiniment, Michael, pour cette interview. C'était passionnant et je pense que voilà, on pourrait parler des heures et des heures de ces anecdotes. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous demander de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très très important pour faire grandir cette communauté. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous regardez cet épisode et je vous dis à très bientôt. Au revoir.